bruissement des feuilles, craquement d'une branche, sensation d'une vie foisonnante et cachée. L'arbre et la forêt suscitent des émotions fortes. Nos ancêtres ont aimé peupler la forêt de créatures nées de leurs rêves, leurs frayeurs, mais aussi de leurs croyances. À chaque période historique, à chaque région forestière, son lot de contes, de mythes et de légendes. C'est ainsi que la forêt abrite une vaste population de figures bienveillantes ou malfaisantes, avenantes ou hideuses. Que seraient nos forêts sans leurs fées? Au dire des anciens, la plupart en étaient peuplées. La fée Viviane en forêt de Brocéliande, Morgane près d'Avalon, Mélusine dans les forêts du Poitou et en Vendée, les enchanteresses dans les Ardennes. Idéalement belles et jeunes la plupart du temps, elles pouvaient aussi être vieilles et laides. Elles pouvaient apparaître sous différents aspects: dryades, elfes, vieilles mères, nymphes, biches fées, dames blanches, dames vertes. Paysans, bûcherons, chasseurs, marchands ou seigneurs, tous furent ensorcelés par ces créatures humanoïdes, féminines au pouvoir surnaturel. Elles apparaissent souvent dans les récits comme symboles de pureté, de sensualité, d'étrangeté et de sociabilité, et peuvent présider à la naissance des héros. Mais d'autres malfaisantes se jouent de leurs prétendants, humains trop crédulés, les emportent dans un tourbillon infernal, souvent mortel. Domaine de l'enchanteur Merlin, des fées Viviane et Morgane, la forêt de Brocéliande accueille la geste arthurienne. La légende raconte que la forêt ensorcelée par Morgane engloutissait les guerriers infidèles qui osaient s'aventurer dans ses profondeurs. On prétend qu'elle faisait appel à la tourmentine, une créature ayant l'aspect d'une touffe d'herbe, qui lorsqu'un imprudent la foulait du pied, l'empêchait de marcher droit et l'emmenait dans toutes les directions. Poulpiquet en Bretagne, Farfadet en Vendée, Luton en Franche-Comté, Sauterets dans les Vosges, Sautereux en Lorraine. Chaque terroir était habité de ces petits êtres malicieux, excentriques, émanations de la nature, qui incarnaient l'esprit du lieu sur lequel il exerçait une invisible surveillance. Ils trahissaient toutefois leur présence par un insolite et inquiétant remue-ménage, par un rire égrelé qui tombait des branches en cascade ou jaillissait des fourrés. Ils expriment en général une voix exubérante, contrastant avec le caractère sombre de la forêt et la peur qu'elle inspire. S'ils manifestent un esprit taquin en toutes choses, et si le désarroi des hommes les amuse, au final, ils leur prêtent une main amie et secourable. Seuls quelques-uns sont fort déplaisants et peuvent cacher un démon prêt à abuser des hommes. Ogres et sorcières trament de noirs desseins en forêt et se partagent le titre de créature la plus malfaisante de la forêt. Alors que les géants sont dociles, les ogres, autres créatures d'une force redoutable, sont dangereux. Leur fâcheuse tendance à dévorer la chair fraîche en fait des figures incontournables de nos contes. Ce n'est pas le petit poucet qui nous contredira. Quant aux sorcières, elles tirent leur pouvoir des forces du mal, rien de moins. Confectionner un filtre d'amour
jeter sorts et malédictions, prédire l'avenir. Les sorcières sont capables de tout cela. À l'origine de leur mythologie, on trouve la guérisseuse qui connaît le secret des plantes et dispose donc d'un savoir redoutable. Les plus douées d'entre elles volent sur un balai et savent modifier leur apparence pour mieux berner les hommes. Les sorcières retrouvent le diable au cours d'effrayantes cérémonies en forêt, qu'on nomme sabbat. Elles ont pour cadre les rares clairières dont le sol sans végétation fait apparaître de larges cercles, qu'on appelle rondes sorcières. 4 fois par an, les nuits de pleine lune, elles accomplissent par groupe de 13 des rituels démoniaques, incantations à Satan, échange de procédés maléfiques, danse macabre, union avec le grand bouc. Parlons maintenant du loup. Depuis le temps qu'il traîne sa mauvaise réputation, les légendes lui ont assurément réservé une place de choix. Nombre de toponymes révèlent l'intensité de l'effroi et de la fascination qu'il a provoquée. Les chemins au loup, Val au loup, Carrefour du loup sont pléthores en France. Noir, gris ou blanc, il ne serait rien moins qu'un féal du diable, quand il n'en est pas tout simplement l'incarnation. Ennemi de l'homme, dévoreur d'enfants. Ces descriptions font de lui une bête de l'Apocalypse, plus qu'un animal de la création. Tant et si bien qu'il fut traqué et exterminé. Pourquoi les hommes lui ont-ils voué une telle haine? Tout simplement parce qu'ils en avaient peur. Si seuls quelques faits avérés révèlent des attaques de loups, sa mauvaise réputation s'explique peut-être aussi par la rude cohabitation de l'homme et de l'animal sauvage. Imaginez un village d'autrefois à la lisière de la forêt. L'hiver est là, la nuit vient de tomber. Chacun est calfeutré chez soi, quand soudain retentit le hurlement du loup. Le bétail s'affole dans les granges, les adultes sont tendus, les enfants pleurent, et un loup surgit dans le village, bientôt suivi d'un autre, jusqu'à ce que la meute au grand complet vienne rôder et hurler tout autour des étables, affamés qu'ils sont par l'hiver. Toute une nuit, les villageois passeront à se signer et à prier, jusqu'à ce que le petit matin renvoie les loups d'où ils étaient venus. La sombre et si proche forêt. Vous avez sans doute également entendu parler de la bête du Gévaudan. Corps dépecé, bête insaisissable. Quel animal a bien pu tuer et mutiler plus de 100 personnes entre juillet 1764 et juin 1767 dans la région du Gévaudan au sud de l'Auvergne? La bête semble insaisissable. Le roi Louis XV envoya même son louvetier sur place, tant la peur était grande. Lorsqu'un loup de belle taille fut tué par un Cévenol, Jean Chastel, les crimes cessèrent. Mais le mystère n'est pas pour autant résolu. N'y avait-il vraiment qu'un seul coupable? Ou étaient-ils plusieurs? Et n'aurait-il pas pu être humain? Après cette hypothèse, loin d'être invraisemblable, la dernière en date soupçonne une hyène. Cerf et biche se taillent aussi une belle part dans les contes et légendes des forêts. Qu'ils soient la forme animale d'une divinité païenne ou messager envoyé par Dieu, plus d'un s'est laissé captiver ou convertir par l'animal, souvent blanc et de taille impressionnante. Voici l'histoire
de la fée Biche. Une courte histoire. Il était une fois une jolie princesse appelée Marguerite, gracieuse et bonne avec les petites gens. Elle cachait un secret. La nuit venue, elle devenait biche et s'en allait rejoindre sa famille des bois. Mais son mari Renaud, chasseur émérite, un soir lui transperça le cœur d'une flèche. Lors du banquet de réjouissance qui s'ensuivit, il se régala de sa pauvre femme. C'est un petit peu glauque. Pour terminer le bestiaire des créatures de la forêt, n'oublions pas toutes ces créatures surnaturelles, souvent hybrides ou chimères. Le dragon cracheur de feu, couvert d'écailles, à la langue en forme de dard, aux serres d'aigle et aux ailes membraneuses, apparaît dans toutes les cultures. La tarasque, qu'on craignait à Tarascon, avant qu'elle ne fût soumise par Saint-Marthe. Ou encore le dragon que Saint-Michel terrassa. La licorne, au corps de cheval et au front de cerf, surmontée d'une